Bonjour mes chers amis, quel plaisir de pouvoir bavarder un peu avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Suzanne Cartier, j'ai passé la plus grande partie de ma vie ici, à Paris, mais je suis née en Seine-et-Marne, dans un petit village tranquille. Mes petits-enfants m'appellent affectueusement Mamie Suzy et vous pouvez faire pareil. Ce matin, le soleil glisse doucement sur le rebord de la fenêtre de mon salon et illumine les feuilles vertes du jardin. Je suis assise dans mon vieux fauteuil vert, celui que Jacques m'avait offert il y a plus de 15 ans. D'ici, j'ai une vue parfaite sur mes massifs de fleurs et les plantes que j'entretiens avec patience. Les bégonias sont superbes en ce moment, chaque pétale semble briller d'un éclat nouveau. Je m'occupe de mon petit coin de verdure tous les matins après le café. Il y pousse un peu de tout, du romarin, du basilic, de la menthe et quelques roses dont je prends soin comme d'un trésor. Ce jardin, je l'ai commencé lorsque Jacques a pris sa retraite et que nous avons quitté la ville pour cette maison à la périphérie. Il disait toujours que j'avais des doigts bénis, car tout ce que je plantais finissait par fleurir. Je lui répondais que ce n'était pas de la magie mais juste un peu d'amour et quelques mots murmurés aux feuilles. Oui, je parle à mes plantes et elles me répondent à leur manière silencieuse. Les dimanches, la maison s'anime à nouveau quand mes enfants viennent déjeuner ici avec les petits. J'en ai 5, tous différents, chacun avec sa petite étincelle. Valentine, la plus grande, m'aide à préparer la compote de pommes, la même que son grand-père adorait. Jacques nous a quittés il y a déjà 5 ans. Mais parfois, j'ai encore l'impression d'entendre ses pas dans le couloir ou le vieux disque de jazz qu'il aimait passer le soir. Pour combler son absence, j'ai rejoint un petit groupe de dames de la paroisse. Chaque mardi, nous tricotons, discutons, partageons des gâteaux et préparons des vêtements pour les familles du quartier qui en ont besoin. Cela m'a permis de ne pas sombrer dans le silence après sa mort. Quand on perd quelqu'un qu'on aime profondément, il faut inventer de nouvelles raisons de sourire. Et moi, j'en ai trouvé dans ces rencontres, dans mes fleurs et surtout dans le partage de mes souvenirs. Avant que je n'oublie, laissez-moi vous demander un petit service. Si mes histoires vous touchent, pensez à cliquer sur le petit cœur et à vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère. C'est un geste simple, mais pour moi, c'est comme si vous m'invitiez à prendre un café chez vous. Et vous, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez. Je lis toujours chacun de vos messages avec un bonheur immense. Certains me découvrent au petit déjeuner, d'autres m'écoutent pendant leur pause ou avant de s'endormir. Savoir que mes mots vous accompagnent à différents moments de votre journée me réchauffe le cœur. Alors, racontez-moi un peu, d'accord ? Créons ensemble un fil de tendresse entre nous. Aujourd'hui, je veux vous confier une histoire que j'ai gardée très longtemps dans un coin de ma mémoire. Une histoire d'enfant, de douleur et de renaissance. Celle d'une petite fille qui a compris trop tôt que parfois l'amour peut blesser, et que ceux qui devraient protéger sont parfois ceux qui font le plus de mal. Mais c'est aussi l'histoire d'une guérison, d'un apprentissage et d'une lumière retrouvée après l'obscurité. Parce que la vie n'est pas un long fleuve paisible. Il y a des roches, des tempêtes et des blessures qui mettent des années à se refermer. Surtout celles infligées par ceux que nous aimons. Pourtant, ce sont ces cicatrices-là qui finissent par nous apprendre à aimer différemment. C'est exactement ce que j'ai vécu avant de devenir la grand-mère aux cheveux blancs qui vous parle aujourd'hui. Je vais vous emmener un peu plus loin, dans le temps, à l'époque où j'étais encore une fillette, pleine de rêves et de peur à la fois, quand le monde paraissait immense et que ma maison, avec ses murs de briques rouges, semblait contenir tout l'univers. Je suis née à Meaux en 1947, dans une petite maison de briques du quartier de Beauvais. Mon père, Édouard Cartier, travaillait pour la SNCF. Ma mère, Ernestine, s'occupait de la maison et de nous, ses 3 enfants. Il y avait moi, l'aîné, puis mon frère Régis, de 2 ans mon cadet, et enfin la petite Marceline, arrivée bien après, lorsque j'avais déjà 7 ans. Notre maison était simple mais d'une propreté irréprochable, car maman la tenait comme un écrin. Je me souviens encore de l'odeur du parquet qu'elle cirait chaque semaine, agenouillée, le chiffon à la main. Les murs étaient d'un blanc crème, et dans le salon trônait une bibliothèque avec quelques livres et une photo de mariage dans un cadre argenté. Dans la cuisine, une cuisinière à charbon réchauffait toute la maison pendant les longs hivers. La cour, en terre battue, abritait un vieux pommier et quelques poules qui picoraient dans la poussière. Maman lavait le linge dans un grand évier de ciment, les bras rougis par le froid. Papa partait avant l'aube et ne rentrait qu'à la tombée du jour.
Maman disait souvent que c'était un homme courageux, qu'il fallait être fier de lui. Et c'est vrai que nous l'étions, du moins tant que la porte restait ouverte sur la rue. Mais dès qu'elle se refermait derrière lui, l'air changeait dans la maison. Très jeune, j'ai appris à reconnaître l'humeur de mon père rien qu'à sa manière de marcher. Quand ses pas résonnaient légers et rapides, c'était bon signe. Il avait dû passer une bonne journée, et nous pouvions lui parler à table sans crainte. Mais lorsque ses pas traînaient lourdement sur le carrelage, tout le monde se taisait d'un coup. C'était le signal pour baisser la tête et ne répondre que si l'on nous interrogeait. « Ton père porte de lourdes responsabilités », disait maman en me consolant après ses colères. « Il faut lui pardonner, il travaille dur pour nous. » Mais je voyais bien, même enfant, la peur qui faisait trembler ses mains lorsque la clé tournait dans la serrure. À l'école primaire, j'adorais écouter la maîtresse, Madame Céline. Elle avait cette façon de lire les histoires qui faisait oublier la pluie et le froid. C'est elle qui m'a appris à aimer les livres, à y chercher un refuge les jours où la maison devenait trop silencieuse. Après la classe, je jouais un peu dehors avec les enfants du quartier. Nous dessinions des marelles sur la terre sèche, nous faisions tourner des toupies, nous rions pour un rien. Ma meilleure amie s'appelait Denise, la fille de l'épicier du coin. Elle avait des taches de rousseur et un rire qui me faisait oublier le reste. Mais je ne pouvais jamais rester longtemps avec elle. Il fallait vite rentrer pour aider maman. À 8 ans, je faisais déjà la vaisselle, debout sur une chaise pour atteindre l'évier. À 10 ans, je savais préparer le riz sans le brûler. « Il faut que tu apprennes tôt, ma fille », répétait maman. « Une femme doit savoir tenir une maison. » Elle disait aussi que sans cela, aucun homme ne voudrait de moi plus tard. Alors j'apprenais, en silence, les gestes qu'elle me montrait, repasser, balayer, faire du savon avec les restes de graisse. Le dimanche, nous allions à la messe à la cathédrale. J'étais si fière dans ma seule robe un peu belle, bleu pâle, avec un ruban à la taille. Si papa était de bonne humeur, il nous offrait parfois une glace ou nous emmenait voir passer les trains à la gare. Dans ces moments rares, il redevenait un autre homme. Ses yeux brillaient en parlant de locomotive, et il me soulevait sur ses épaules pour que je voie mieux les rails. C'était le seul instant où je le voyais sourire. Mais ces instants sont devenus de plus en plus rares à mesure que je grandissais. À 12 ans, j'ai senti le monde changer autour de moi. Mon corps changeait, et le regard de mon père avec lui. Là où il y avait autrefois une tendresse distante, il y avait désormais une surveillance constante. « Tu ne peux plus traîner dehors », me disait-il en me tirant brusquement par le bras. « Tu es une demoiselle maintenant. » Les règles ont commencé à tomber les unes après les autres. Plus de jupe au-dessus du genou, plus de jeux dans la rue, plus de conversations avec les garçons, même ceux avec qui je jouais depuis toujours. Et si j'avais le malheur d'être en retard d'1 minute, la punition tombait sans appel. Maman tentait de m'apaiser. « Il veut juste te protéger, ma chérie. » Mais je sentais bien qu'elle tremblait plus que moi quand il criait. Les soirs, il y avait parfois des pleurs étouffés venant de leur chambre. Le matin, maman apparaissait avec un foulard couvrant son visage fatigué. Je ne comprenais pas tout, mais je savais déjà que quelque chose n'allait pas. À l'église, tout le monde le saluait avec respect. Il arrivait parmi les premiers, repartait parmi les derniers, aidait le curé à ranger les bancs ou à préparer les kermesses. Pour les autres, mon père était un homme irréprochable, travailleur, dévoué, un modèle de rigueur et de droiture. Personne n'imaginait ce qui se passait une fois la porte de la maison refermée. Personne ne voyait la peur muette de ma mère, ni le silence pesant qui tombait sur nous dès qu'il franchissait le seuil. Lors des fêtes de la Saint-Jean, quand tout mot s'illuminait de feux de joie et de musique, il se montrait en public comme un mari parfait. Il dansait, il riait, il plaisantait avec les voisins. Les gens disaient toujours « Quelle belle famille que les Cartier !» Et moi, dans ma robe à carreaux, je souriais, jouant le rôle que l'on attendait de moi. Je faisais semblant d'y croire, mais à la maison, la vérité reprenait vite ses droits. Quand j'ai eu 13 ans, le monde s'est écroulé. Maman toussait depuis des semaines, une toux sèche qui ne la quittait plus. Un jour, le médecin est venu et a prononcé un mot que je ne comprenais pas encore, tuberculose. Elle a dépéri à vue d'œil. Chaque jour, elle semblait se rétrécir, jusqu'à ce qu'un matin, elle ne se réveille plus du tout. Le silence qui a suivi sa mort a été plus lourd que n'importe quel cri. Mon père n'a pas versé une larme devant nous, mais quelque chose s'est brisé définitivement en lui. La petite douceur qui lui restait a disparu avec elle.
À sa place, il n'y a eu que de la colère, du contrôle, une amertume constante. J'avais 13 ans, mais j'ai cessé d'être une enfant ce jour-là. J'ai pris la place de maman sans qu'on me le demande. Je faisais tourner la maison, je m'occupais de Régis et de Marceline. Je cuisinais, je lavais, je repassais, je recousais les chemises de papa. Et j'essayais malgré tout de continuer à aller à l'école, parce que Madame Céline refusait de me voir abandonnée. « Tu es trop intelligente pour arrêter, Suzanne, disait-elle. Mais papa voyait mes cahiers comme une menace. Il disait que trop d'études faisaient tourner la tête des filles, que ce dont j'avais besoin, c'était d'apprendre à obéir et à servir. Ses yeux me suivaient partout, comme s'ils surveillaient ma respiration même. Je n'avais plus de répit. La peur est devenue ma seconde peau. Entre le deuil et la terreur, la fillette que j'avais été s'est éteinte doucement. Celle qui rêvait d'enseigner comme Madame Céline, qui aimait lire et rire, n'existait plus. Après la mort de maman, la maison a perdu toute lumière. Plus de fleurs dans le vase du salon, plus de chansons pendant le lavage du linge. Seulement le bruit sec du balai sur le sol et le tic-tac de l'horloge. À 15 ans, j'étais déjà une femme sans jeunesse. Je me levais avant le soleil, j'allumais la cuisinière à charbon, je préparais le café pour papa et Régis, et le lait pour Marceline. Régis, à 13 ans, travaillait déjà comme aide à la SNCF, sous la surveillance de papa. La petite, elle, restait sous ma garde. Chaque matin, il me répétait la même phrase avant de partir, « Surveille bien ta sœur ». Et j'obéissais, par peur, plus que par devoir. Peu à peu, j'ai perdu mes amis. Denise passait encore parfois, mais papa trouvait toujours une excuse pour la faire partir. « Cette fille est mal élevée, disait-il, elle n'a pas de tenue. » Un jour, après une énième scène, elle n'est plus revenue. Je la voyais de loin à la messe, entourée de ses nouvelles copines, riant, insouciante. Et moi, je restais à côté de papa, les mains jointes, le regard fixé sur le sol. La seule personne qui ne m'avait pas oubliée, c'était Madame Céline. Elle venait parfois jusqu'à la maison avec des livres et des cahiers. « Suzanne a un vrai don », disait-elle à mon père. Mais il ne voulait rien entendre. Il rangeait les livres tout en haut de l'armoire, là où je ne pouvais pas les atteindre. « Les histoires ne nourrissent pas une fille », répétait-il, « ce qu'il faut, c'est savoir tenir un foyer. » C'est pourtant lors d'une de ces visites que tout a basculé. J'avais 16 ans, et ce jour-là, Madame Céline n'était pas seule. Elle était accompagnée de son neveu, Théodore, un jeune homme d'une vingtaine d'années venu passer l'été à Meaux. Il étudiait la médecine à Paris. Il avait des lunettes rondes, un air calme, et une voix douce comme je n'en avais jamais entendu. Quand il me parlait, j'avais l'impression d'exister. C'était nouveau. Papa, lui, a tout de suite vu dans ce regard un danger. Le soir même, il a explosé de rage. « Tu crois que je n'ai pas vu comment tu le regardais? Tu veux finir comme ces filles perdues. » Cette nuit-là, il m'a enfermé dans ma chambre et a juré que je ne retournerais plus à l'école. Et il a tenu parole. Le lendemain, j'étais prisonnière d'une vie encore plus étroite que les murs de la maison. Madame Céline a essayé d'intervenir, mais rien n'y a fait. Mon monde s'est arrêté là. Les années suivantes ont été d'une solitude indescriptible. Chaque jour ressemblait au précédent, une succession de gestes répétés sans fin. Le matin, je préparais le café, je balayais la cour, je lavais le linge, je m'occupais de Marceline, je cuisinais pour le soir. Je ne parlais presque plus, sinon pour répondre à papa ou pour calmer Régis lorsqu'il rentrait fatigué de la guerre. Il avait hérité de la même dureté que notre père, mais sans sa colère constante. Chez lui, c'était une fatigue résignée, comme s'il avait compris trop tôt qu'on ne s'échappait jamais du destin. Marceline, elle, grandissait doucement, protégée malgré tout de certaines choses que j'avais subies. Je m'efforçais de la garder hors d'atteinte, de lui préserver un peu de douceur. Elle était vive, curieuse, et dessinait sans arrêt. Ses cahiers remplis de fleurs et de maisons colorées me rappelaient que le monde pouvait encore être beau. Mais papa n'aimait pas ça. Il disait que les crayons ne servaient à rien, qu'elle devait apprendre à faire la lessive plutôt qu'à perdre son temps avec du papier. Alors, la nuit, quand tout le monde dormait, je lui donnais mes vieux bouts de chandelle pour qu'elle puisse continuer à dessiner en cachette. C'était notre petit secret. Parfois, elle levait les yeux vers moi et chuchotait « Tu crois qu'on pourra partir d'ici un jour ?» Je lui répondais «
Oui, un jour, mais pas encore. Je disais cela sans trop y croire, mais c'était la seule façon de lui donner un peu d'espoir. Moi, je ne rêvais plus vraiment. Je vivais enfermée dans ce rôle de servante invisible, de fille obéissante qu'on ne félicitait jamais. Les rares fois où j'allais au marché, c'était comme respirer une autre vie. Les odeurs de pain chaud, le bruit des voix, la lumière sur les étals, tout me rappelait que la liberté existait encore quelque part. Mais il fallait toujours rentrer avant que le soleil ne soit trop bas. Papa surveillait les horloges comme s'il craignait que le temps lui-même me corrompe. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait depuis 2 jours, un facteur a frappé à la porte. C'était une lettre de Madame Céline. Elle m'écrivait pour me dire qu'elle partait vivre à Lyon, qu'elle espérait que je trouverais un jour le courage de suivre ma propre route. Je me souviens encore de la sensation du papier entre mes doigts. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, quelqu'un se souvenait que j'existais vraiment. J'ai caché la lettre sous mon matelas. Elle est restée là des aînés, comme un talisman. À 18 ans, j'étais toujours prisonnière de la maison. Papa avait refusé toute proposition de travail que les voisines me faisaient. Il disait que les jeunes filles seules dehors attiraient les mauvaises langues. Alors je restais, et j'attendais. Mais ce qu'on attend sans savoir quoi finit par se transformer en désespoir. Régis est parti le premier. Un matin, il a laissé un mot sur la table, « Je pars pour Paris. Ne m'en veux pas, Suzy. Je reviendrai te chercher. » Je n'ai plus jamais reçu de nouvelles de lui. Papa a crié toute la journée, puis il n'a plus rien dit. Il s'est refermé sur lui-même comme une porte qui grince et se verrouille pour toujours. Marceline pleurait souvent la nuit, mais il faisait semblant de ne pas l'entendre. Elle avait alors 12 ans. Et c'est à cet âge que tout a recommencé, d'une manière plus terrible encore. Je voyais dans les yeux de mon père le même regard qu'il avait posé sur moi des années plus tôt. Je comprenais avant même qu'il ne parle. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la protéger. Je dormais dans sa chambre, je la raccompagnais à l'école, je veillais devant la porte quand il rentrait tard. Mais un soir, la porte n'a pas tenu. Il l'a frappée parce qu'elle avait laissé tomber une assiette. C'était la première fois. La peur a envahi la maison entière, une peur ancienne que je connaissais par cœur. Alors, sans réfléchir, j'ai pris la décision qui allait changer nos vies. J'ai attendu qu'il parte travailler, j'ai fait une valise pour Marceline et moi, et nous avons quitté Meaux avant l'aube. Je ne savais pas où aller. J'avais juste un peu d'argent que maman m'avait laissé autrefois, caché dans un mouchoir. Nous avons pris le premier train pour Péry. Le trajet m'a paru interminable. Marceline dormait la tête sur mes genoux, et moi, je fixais la vitre en silence, le cœur serré. Je savais que nous ne pourrions jamais revenir. En arrivant à la gare de l'Est, tout était immense, bruyant, différent. Mais pour la première fois, je respirais vraiment. J'avais peur, certes, mais cette peur-là avait un goût nouveau, presque doux, celui de la liberté. À Paris, la vie n'a pas été facile. Nous avons d'abord trouvé refuge dans une pension du 19e arrondissement, une vieille bâtisse tenue par une veuve qui louait des chambres aux jeunes filles venues de province. La chambre était minuscule, à peine assez grande pour 2 lits de fer et une table branlante. Mais pour moi, c'était un palais. Chaque matin, je descendais avec Marceline au café du coin pour acheter du lait et un morceau de pain. Nous partagions tout, parfois jusqu'à la dernière miette. Je cherchais du travail, mais sans diplôme, sans recommandation. Les portes se fermaient vite. Je faisais des ménages, je lavais des escaliers, je cousais des boutons pour quelques centimes. Marceline allait à l'école municipale du quartier. Elle revenait le soir avec ses cahiers pleins de dessins. Elle me racontait sa journée d'une voix enjouée, et je la laissais parler pour oublier un instant la fatigue qui me rongeait. Le dimanche, nous allions nous promener au parc des Buttes-Chaumont. Elle courait derrière les pigeons, riait, tournait sur elle-même sous le soleil. Et je me disais que, malgré tout, nous étions vivantes. Papa essayait de nous retrouver au début. Des lettres arrivaient à la pension, pleines d'insultes et de menaces. Je ne les ai jamais ouvertes entièrement. Je les déchirais avant même d'en finir la lecture. Puis un jour, plus rien. Le silence est revenu, cette fois-ci pour de bon. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé sans relâche. Je passais mes journées à l'usine de textile, mes nuits à raccommoder des vêtements pour des voisines. Petit à petit, j'ai économisé assez pour louer un studio à nous deux, dans le 10e arrondissement. C'était au 4e étage sans ascenseur,
mais il y avait une fenêtre qui donnait sur les toits. Le matin, la lumière entrait en biais et faisait danser la poussière comme des paillettes d'or. C'était notre premier vrai chez nous. Marceline grandissait vite. À 15 ans, elle dessinait si bien que sa professeure lui a proposé d'entrer dans une école d'art. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris un deuxième travail, comme femme de ménage chez une vieille dame du boulevard Magenta, pour payer les frais d'inscription. Je ne voulais pas qu'elle ait la même vie que moi. Elle devait étudier, créer, respirer, et elle l'a fait. Ses dessins ont été exposés dans une petite galerie du Marais quand elle avait 17 ans. Je n'ai jamais été aussi fière. Je me souviens de ce soir-là, de la foule, des rires, des regards émerveillés. Et moi, au fond de la salle, j'avais les larmes aux yeux. Je pensais à maman, à tout ce que nous avions traversé, et je me disais qu'enfin quelque chose de beau était né de toute cette douleur. C'est à cette époque que j'ai rencontré Jacques. Il était réparateur de montres, discret, gentil, un homme qui parlait peu mais qui écoutait vraiment. Il venait souvent déposer des horloges à réparer chez la vieille dame chez qui je travaillais. Il me saluait toujours avec un sourire sincère, sans arrière-pensée. Un jour, il m'a proposé de partager un café. J'ai accepté, un peu tremblante. Ce soir-là, je me suis sentie femme à nouveau, pas seulement survivante. Nous avons continué à nous voir, lentement, prudemment. Il ne me pressait jamais. Il disait que le temps, c'était son métier, et qu'il fallait le respecter. Avec lui, j'ai réappris la confiance. Nous nous sommes mariés un an plus tard, dans une petite mairie du 14e. Il portait un costume gris clair, moi une robe simple en coton blanc que j'avais cousue moi-même. Marceline était témoin, radieuse, les yeux pleins de joie. Ce jour-là, j'ai su que la peur était enfin derrière moi. Jacques n'a jamais levé la voix. Il aimait les silences apaisants, ceux qui ne cachent pas la menace mais la paix. Nous avons emménagé dans un petit appartement à Montreuil. Là, j'ai découvert ce que c'était qu'un foyer sans cri. Les repas tranquilles, les soirées à deux, la radio en fond, le chat qui dormait sur le canapé. C'était une vie simple, mais après tout ce que j'avais connu, c'était le bonheur pur. Marceline a quitté la maison à 20 ans pour poursuivre ses études d'art à Lyon. Je me suis sentie seule au début, mais c'était une solitude douce, une qui avait du sens. Elle m'écrivait toutes les semaines. Ses lettres sentaient la peinture et la liberté. Et quand elle a trouvé du travail comme illustratrice, je me suis dit que le cercle du malheur s'était enfin brisé. Je pouvais respirer pleinement. Jacques et moi avons vieilli ensemble. Il m'apportait chaque matin un café au lit. Il disait que c'était sa façon de remercier la vie de m'avoir mise sur son chemin. Quand il est tombé malade, j'ai veillé sur lui comme il l'avait fait pour moi dans d'autres tempêtes. Il est parti un soir de novembre, paisiblement, la main dans la mienne. Et depuis, je garde notre jardin comme un sanctuaire. Chaque fleur que j'arrose est un souvenir de lui. Chaque lever de soleil est un signe qu'il n'est pas tout à fait parti. Parfois, quand je m'assieds seule dans le jardin, je regarde les photos des enfants et petits-enfants posées sur la table basse. Elles me rappellent les différentes saisons de ma vie, chacune marquée par ses propres lumières et ombres. Il m'arrive encore de parler à Jacques comme s'il était là, juste à côté de moi. Je lui raconte les petites folies des enfants, les nouvelles du voisinage, ou la fleur qui vient d'éclore près de la haie. Je tourne souvent la tête vers sa photo posée sur la commode et je lui dis doucement « Tu verrais ça, Jacques ?» Et au fond de moi, j'ai toujours la sensation qu'il m'entend. En partageant tout cela aujourd'hui, je ne cherche ni pitié ni compassion. Je raconte cette histoire parce que je crois que nos blessures, lorsqu'on ose les exposer à la lumière, cessent d'être des chaînes. Elles deviennent des balises pour d'autres qui cherchent encore leur chemin dans le noir. Avec l'âge, j'ai compris que la force ne réside pas dans les années qu'on accumule, mais dans la capacité à se relever chaque fois que la vie nous couche au sol. Quand je pense à la fillette terrifiée que j'étais, à la jeune femme marquée par les coups, à la mère qui s'est battue pour offrir un avenir différent à sa sœur, puis à ses enfants, je vois un fil continu d'endurance. Toutes ces versions de moi-même ont laissé leurs empreintes sur la femme âgée que je suis devenue. Mes rides sont des traces de survie, pas des signes de faiblesse. Chacune raconte un combat, une victoire silencieuse. Il y a aussi des marques invisibles, que seul Dieu et moi connaissons, mais elles ne me définissent plus. Ce qui me définit, ce sont les choix faits après chaque chute, la volonté obstinée de me relever, même quand tout semblait perdu. Le temps n'efface pas les blessures, il nous apprend seulement à vivre avec elles,
à sourire malgré leurs souvenirs. Il m'arrive encore de rêver de cette chambre froide, ou de cette église où mon propre père a tenté d'éteindre ma liberté. Mais chaque matin, quand la lumière entre dans ma cuisine et que j'entends les oiseaux chanter dehors, je sais que j'ai gagné. Mon histoire n'est pas celle de ce qu'on m'a fait, mais de ce que j'ai décidé d'en faire. J'aurais pu devenir amère, méfiante, prisonnière du passé. Au lieu de cela, j'ai choisi la confiance, la reconstruction, la douceur. J'ai choisi de devenir pour mes enfants et mes petits-enfants l'inverse de ce que mon père avait été pour moi. Un refuge, pas une tempête. La vie m'a appris que nous sommes souvent bien plus forts que nous ne le croyons, surtout dans les moments où tout semble perdu. Quand j'ai cru être seule, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a tendu la main. Tante Justine, Madame Céline, mon cher Jacques, puis mes enfants, et aujourd'hui mes amis. Si quelqu'un parmi vous traverse une épreuve, s'il se sent enfermé dans la peur ou la honte, sachez que vous n'êtes jamais seul. Dans chaque ville, dans chaque coin du monde, il existe des âmes prêtes à écouter, à aider. Cherchez-les, faites confiance à celles qui le méritent, ne vous enfermez pas. Même dans la nuit la plus épaisse, notre lumière intérieure continue de briller, même vacillante. Je n'ai jamais laissé personne m'enlever ma dignité, pas même ceux qui ont essayé de me détruire. J'ai compris que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever encore et encore. Les chutes sont inévitables, mais rester à terre est un choix. Alors relevez-vous toujours, même si vous devez tendre la main pour qu'on vous aide à le faire. Mes chers, si cette histoire a touché votre cœur, pensez simplement à cliquer sur le petit « j'aime » et à vous abonner à Mémoire de grand-mère. Chaque geste me donne l'énergie de continuer à partager ces morceaux de vie qui, peut-être, réconforteront quelqu'un quelque part. Et si vous connaissez une personne enfermée dans la peur ou sous l'emprise de quelqu'un, partagez-lui cette histoire sans attendre. Parce qu'aucune douleur ne doit rester dans le silence. Parce que la lumière ne s'éteint jamais vraiment.